Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette webconférence mensuelle, comme d'habitude, de partage d'expériences de points clés sur la certification Calliope. Merci toutes mais voilà, nous allons pouvoir quand même conduire cette séance aujourd'hui comme prévu. Petit réflexe comme d'habitude, dans cette période où, en période de confinement, je réalise là pour le coup cette webconférence à mon domicile. Est-ce que vous confirmez que le son est bon, que vous entendez clairement mes propos? Donc n'hésitez pas pour le coup à utiliser le module question pour bien me confirmer que le son est de qualité et que effectivement ça ne souffre d'aucune difficulté de votre côté. Effectivement, Isabelle qui me dit le son n'est pas très bon, je vais essayer de me rapprocher. En tout cas, j'ai supprimé toutes les applications qui pourraient dire nous gêner. Je vais peut-être encore en supprimer d'autres. Alors, juste écran momentanément, pas de souci. J'ai juste supprimé toutes les applications qui pourraient nous embêter durant cette période, durant ce moment. Voilà. Le temps que je relance le PPT. Parfait. Donc, bon, j'espère que le son est moi devant domicile, je n'ai pas forcément une bonne qualité de réseau. Et pour cette le module questions, hein, pour que vous puissiez remonter toutes les questions que vous avez et celles auxquelles vous souhaitez que je puisse répondre si tant est que j'ai à répondre aujourd'hui. Je voulais juste revenir sur ces quelques points clés aujourd'hui, et puis ensuite on prendra un large temps à vos interrogations et à vos questions. Premier point, un point qu'on a abordé régulièrement, c'est juste pour vous informer que tous les supports et toutes les sessions, et notamment la majorité des vidéos qui étaient donc disponibles, sont désormais à votre disposition sur le site web auditeur. Donc vous avez le lien, vous avez même l'image qui vous indique où trouver les informations. Donc sachez que toutes les webconf et avant tout les supports, et à partir de mars, les vidéos, vous allez retrouver tous les éléments que l'on a pu partager par le passé. Donc, ces webconférences sont disponibles jusqu'à celle du mois d'octobre, et puis elles vont encore s'incrémenter dans les mois, dans les semaines à venir, parce qu'il y en a encore. Donc, juste pour vous rappeler, c'est quelque chose que je vous devais. Bon voilà, au moins ce point-là et cette promesse est acquittée. Juste pour vous rappeler que le 10 novembre, il y a eu un webinaire sur le handicap animé avec Alter Egal. N'hésitez pas à le consulter. Il est disponible en replay et il comporte un certain nombre d'informations, notamment sur le sujet du handicap. Je ne vais pas les réaborder. Mais voilà, vous avez un certain nombre d'informations qui sont toutefois et sont toutes utiles, même si ce n'est un webinaire d'une heure et un premier éclairage, mais somme toute utiles, notamment sur le handicap. C'est bien le sujet du moment, vous l'avez bien compris, avec le confinement. Et on vous en remercie tous. Nous avons dû tous faire preuve d'agilité pour basculer, en l'occurrence, un volume important d'audit sur une approche à distance. Donc, concernant Calliope, nous avons utilisé au maximum cette
cette disposition pour basculer les audits à distance. Donc, quand on dit au maximum que nous avons à peu près durant la période qui nous concerne, donc du mois de novembre jusqu'à effectivement mi-décembre et rares audits de fin d'année, basculer au moins 99% des audits à distance. Donc merci à vous. Bien entendu, encore des audits ont lieu sur site parce que le client est particulièrement attaché, parce que éventuellement les modalités à distance ne le permettent pas, des difficultés de réseau, comme par exemple aujourd'hui. Donc en tout cas, merci encore. Je vous rappelle que l'audit à distance, pour l'heure et pour le moment, n'est autorisé qu'en 2020, c'est-à-dire que nous n'avons toujours pas de texte qui viendrait apporter une prorogation ou une prolongation de cette approche à distance sur 2021. Bien entendu, on attend cela, parce qu'on entend bien que la situation sera effectivement fluctuante et que l'approche à distance est une solution qui permettra à tous, donc autant aux OF qu'aux organismes certificateurs et aux auditeurs et auditrices, de pouvoir intervenir dans des conditions convenables. Notez bien toutefois que par rapport à la période première période de confinement, les OF ont réagi de manière totalement différente. Déjà, d'une part, ils n'étaient pas fermés comme lors de la première période de confinement et une très grande majorité d'audits a pu être maintenue durant cette période, ce qui n'était vraiment pas le cas à l'occasion du premier confinement. Je voulais juste vous rappeler un petit point concernant ces audits à distance. Bien entendu, on peut morceler les audits en plusieurs fois. Et ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. On ne sous-estime pas la densité que peut représenter un audit à distance et l'approche en utilisant des applications comme Zoom, Teams ou autres. Cela est relativement, effectivement, consommateur d'énergie. Donc, que ce soit pour l'OF ou pour vous, vous avez cette possibilité de morceler en demi-journée les audits. Donc voilà, c'est une possibilité, elle n'est pas forcément toujours possible, mais voilà, c'est une possibilité qu'il ne faut pas oublier. Et enfin, n'oubliez pas de préciser que dans le plan d'audit, du rapport d'audit Calliope, que l'audit a bien lieu à distance et de bien préciser l'outil utilisé, que ce soit, comme je vous disais, Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom. Alors, question de Bertrand, que je ne comprends pas trop, Bertrand. Oui, on utilise Zoom, donc c'est très bien d'utiliser Zoom. Effectivement, on vous met à votre disposition la licence Zoom, donc voilà, essayez d'exploiter au maximum et d'exploiter d'ailleurs toutes les fonctionnalités. Ah, la question de Bertrand, c'était pour ce webinaire. D'accord, effectivement. Alors, on est passé par GoToWebinar, puisqu'il y a au moins l'avantage de vous inscrire et de vous associer, effectivement, et surtout de proposer un enregistrement bien plus pertinent en termes d'enregistrement vidéo que Zoom. Comme vous l'avez entendu, le sujet c'est pour 2021 et de pouvoir aborder de manière un peu plus sereine les audits en 2021. Donc côté certificateur, sachez qu'on pousse pour que l'approche à distance puisse être prorogée sur une période quand même donnée concernant Calliope et pour 2021, une partie de 2021. Avant ce point-là, je voulais juste vous rappeler un peu la dynamique du marché pour vous indiquer que la dynamique du marché et notamment des demandes d'OF est toujours continue et importante. Bien entendu, l'opportunité de bénéficier d'un certificat de 4 ans presse en ce sens et un certain nombre d'OF, y compris encore maintenant ces semaines-là, engagent le contrat de certification pour être audité en cette fin d'année. Et en l'occurrence, pouvoir bénéficier du certificat de 4 ans. Concernant 2021, les demandes de la même façon s'inscrivent dans cette demande qui effectivement avait pu perdre un peu de force dans l'année, mais qui reprend dans une dynamique très importante, avec
bien entendu, comme on parle de 2021, toujours un peu plus de difficultés à pouvoir engager les OF dans la planification, mais pour le coup, on revient vers vous en ce sens. Alors, question de Bertrand. Si l'audit initial est à distance, cela empêche-t-il la possibilité prévue de faire le suivi à distance? Alors oui, totalement Bertrand, et au titre de ce qui est défini dans les arrêtés, dès lors que l'audit Calliope aura lieu à distance, l'audit de surveillance aura lieu sur site. C'est pour cela que dans le cadre de ces audits à distance, y compris quand ces audits initiaux ont lieu à distance, nous faisons attention à réserver et à mobiliser un auditeur le plus proche localement, parce que nous avons bien entendu en perspective l'audit de surveillance, et donc nous gardons la même politique de sourcing local. Alors, c'est un point qu'on avait abordé que très rapidement lors de la dernière webconférence de retour d'expérience. Je reviens juste dessus. Concernant l'indicateur numéro 3, je vous rappelle, c'est un indicateur qui invite les acteurs qui sont concernés par des formations dites certifiantes, donc cela concerne actions de formation, VAE et apprentissage. À la demande de la GEFP, il nous a été demandé de neutraliser l'audit et l'analyse et les obligations que l'on doit vérifier sur l'apprentissage. Et je vous rappelle que les obligations concernant les acteurs de l'apprentissage concernent ces 5 taux. En fait, il manque des éléments réglementaires complémentaires pour en définir le contenu, en définir l'application, et à ce titre, pour le coup, la DGEFP nous demande de neutraliser cet indicateur, enfin neutraliser l'appréciation sur cet indicateur pour l'activité d'apprentissage. Dès lors que les éléments seront réglementairement réglés, nous pourrons procéder à une approche beaucoup plus habituelle et challenger les CFA sur ces différents taux que vous avez à l'écran. Bon, il est vrai aussi qu'à date, nous avons encore un volume important d'acteurs de l'apprentissage qui se sont présentés à la certification. Bon, bien entendu, cela s'inscrit dans la démographie de la formation professionnelle et de l'apprentissage en France, même si il faut quand même, bien entendu, le voir, de nombreux acteurs se lancent aussi dans l'activité d'apprentissage. Il y a un certain nombre de décrets et de textes qui ont été publiés et qui invitent un certain nombre d'acteurs à lancer d'apprentissage sur des activités qui n'étaient pas traitées. Alors, question d'Isabelle. Neutraliser, concrètement, c'est ne pas en tenir compte ou ne pas sanctionner? Effectivement, c'est ne pas sanctionner, Isabelle. C'est-à-dire que vraisemblablement, le CFA pourra communiquer sur le taux d'obtention des diplômes, mais ce que nous demande la DGFP, c'est de ne pas sanctionner un acteur de l'apprentissage sur cet indicateur 3 en raison de l'absence de base structurée sur la façon d'aborder ces indicateurs qui doivent être définis réglementairement. Donc, pour bien retenir ce point-là et bien synthétiser, ne pas sanctionner. C'était ce point sur l'apprentissage. Autre point, rappel sur les non-conformités. Concernant les non-conformités, donc, on peut se retrouver confronté à des dossiers et à des rapports d'audit pour lesquels, effectivement, nous n'avons pas de non-conformité, et d'autres pour lesquels le volume de non-conformité peut être notamment dans la formulation. La non-conformité mentionne bien la preuve, c'est-à-dire le défaut, l'absence de preuve, l'élément que vous avez constaté. Il est bien en lien avec, et cette formulation est bien en lien avec l'indicateur. Donc là, c'est un élément très important, parce que quelquefois, on peut avoir un problème de décalage en ce sens.
Et l'étendue est bien définie. Quand je dis étendue, c'est bien ce sur quoi porte la non-conformité, non pas au sens de l'indicateur, mais au sens de l'action ou des actions que vous avez échantillonnées. C'est vrai que souvent dans les non-conformités exprimées, cette information peut être manquante et soit on est un cadre général générique, soit l'information est effectivement peu précise et peut porter à interprétation quand on relit le rapport à froid. Donc, c'est juste pour vous rappeler ces éléments-là, de mentionner bien la preuve qui vous permet d'appuyer la non-conformité, que cela soit bien en lien avec l'indicateur et n'hésitez pas à reprendre des termes de l'indicateur dans le cadre de la non-conformité et bien entendu de bien définir le périmètre. Alors, question de Bertrand sur. Alors, tout à fait, Bertrand. Le rapport fera prochainement l'objet d'une évolution et notamment la dimension commentaire sera un peu plus présente dans les propos que vous pourrez apporter, compléter sur les non-conformités. Je ne reviens pas dessus. J'ai l'occasion déjà je rappelle, toujours strict sur le fait que nous soyons uniquement amenés à positionner des notes de conformité ou des non-conformités, pas d'autre nature de constat et encore moins de conseils. Alors, vous avez été un certain nombre, je vous propose de passer plutôt à la phase des questions libres. Vous avez été un certain nombre à me poser des questions préalablement à cette réunion et je voulais revenir sur certains points qui ont été posés. Alors certains points peuvent apparaître effectivement assez fondamentaux et on va les aborder, notamment au travers de cette slide. Je vous avais juste rappelé un point, notamment sur la partie des certifications dites CNEFOP. C'est un peu le cas de la question 1 et la question 3. Alors, le terme CNEFOP est un terme un peu un abus de langage. Juste pour vous rappeler que la précédente réforme de la formation professionnelle date de 2014. Cette réforme de 2014 intégrait déjà à l'époque une dimension qualité. Et cette dimension qualité s'est retrouvée particulièrement exacerbée avec un décret, le décret du 30 juin 2015. Ce décret du 30 juin 2015, finalement, vient conférer et vient révéler la création de ce qu'on appelle le CNEFOP. Donc, c'était le Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle, si je ne me trompe pas. Et ce CNEFOP a eu une charge très claire, à la fois de pouvoir produire des recommandations pour le secteur de la formation professionnelle et aussi une autre charge, un autre mandat, d'évaluer on va dire les certifications ou labels qui pouvaient être équivalents à l'époque aux 6 critères mentionnés, qualité mentionnés dans le décret du 30 juin 2015. Donc ce CNEFOP est intervenu entre 2015 et 2018 et a reconnu plus de 50 certificats ou labels. Le site du CNEFOP est toujours actif. La liste de ces certificats ou labels sont toujours cette liste est toujours présente sur le site du CNEFOP. Et donc, ce qu'il faut comprendre derrière tout cela, c'est que ces dispositifs qui sont de nature, de contenu et de fonctionnement très variables, finalement, et au travers de l'arrêté du 6 juin 2019 et donc de la certification Calliope, sont reconnus finalement de même valeur et permettent aux structures qui sont certifiées CNEFOP au moment de leur demande de certification Calliope de se voir conférer un audit initial de durée allégée. Le sujet, c'est que nous n'avons pas à revenir sur le contenu de ces certifications. Par voie réglementaire, elles sont considérées toutes de même niveau, donc elles confèrent toutes
finalement cette présomption de conformité aux EF qui sont certifiés sur l'un de ces dispositifs. Et c'est pour cela que dans les ordres de mission, on vous met uniquement la mention CNEFOP ou non CNEFOP. Finalement, le savoir si c'est un certificat AFNOR ou un certificat Veritas ou un certificat OPQF n'a que peu d'importance à ce sujet. Mais voilà, retenez bien en l'occurrence ce point-là. Concernant, et dans la même idée des audits dits CNEFOP, donc vous allez être confronté à des audits initiaux avec des acteurs CNEFOP dont la durée est réduite. Ce sont uniquement que les audits initiaux dont la durée est réduite. C'est-à-dire que les audits de surveillance ou autres ne sont pas concernés par une éventuelle réduction. Seul l'audit initial est concerné par cette réduction. Ce qui amène, bien entendu, pour les audits de surveillance et de renouvellement, à se positionner sur les indicateurs qui n'auront pas été vus lors de l'audit initial. Nous aurons d'en parler et les premiers audits initiaux devraient être organisés sur le second semestre 2021 pour les premiers, mais les audits de surveillance. Mais en l'occurrence, voilà, seul l'audit initial est concerné par cet aménagement. Les autres audits du cycle et les cycles suivants n'ont pas droit à ce type d'aménagement. Alors, je regarde si... alors, quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de... Alors, je vais juste... Donc... Voilà, ce point est traité. Alors, j'ai déjà des questions de tout ordre qui viennent d'arriver. Alors, question de Oleg, Oleg dit l'actualité d'AFNOR certification. J'ai vu une annonce de 1000 certificats Calliope pour AFNOR certification. Donc oui, je confirme, AFNOR certification a délivré déjà plus de 1000 certificats Calliope. Nous avons déjà franchi cette barre. Nous en sommes contents et puis c'est aussi lié à tout l'exercice et tout le travail que nous avons tous fait, à savoir les équipes d'AFNOR certification, mais aussi tous les auditeurs et auditrices qui ont contribué cette année avec toutes les difficultés que cette année a pu générer entre report, déport, reconfinement, confinement. L'exercice est quand même satisfaisant. La question d'Oleg, c'est qui est en tête parmi les OC? C'est une très bonne question à savoir. En tout cas, la communication d'AFNOR certification relève de d'AFNOR certification. On attend toujours les données de la DGEFP pour avoir un peu plus d'informations et d'informations sur le positionnement des uns et des autres. Alors, on ne peut pas connaître le positionnement des autres, on connaît toujours que son propre positionnement, donc j'attends de voir les prochaines communications des GEFP pour avoir un peu plus d'informations concernant AFNOR certification. Sur cette question, et juste je voulais revenir sur la question du CNEFOP, et ce qui peut être un peu frustrant, et que certains l'ont exprimé, quand vous êtes confronté à un audit initial allégé, c'est vrai que la structure a été certifiée précédemment sur une activité et sur une catégorie d'action, souvent action de formation. Or, bien entendu, la partie bilan de compétences ou la partie VAE, si elle fait partie de la demande de certification, elle n'était pas souvent, n'était même pas sous le cadre de la précédente réforme ou sous le cadre du certificat dit CNEFOP. Donc,
Il n'empêche, y compris dans cet exercice-là, il faut réaliser l'audit initial suivant les indicateurs spécifiques, donc les indicateurs spécifiques et communs qui sont à voir dans ce cadre-là. Et cela se porte à la fois sur la catégorie action de formation comme les autres catégories qui sont demandées par l'organisme de formation. Alors, les livrets d'accueil peuvent remplir les attendus de l'indicateur 9, qui concerne les conditions d'accueil. Comment traiter l'absence de règlement intérieur? Alors, il est vrai que le règlement intérieur est cité comme un exemple de preuve pour information sur les conditions d'accueil et le déroulement de l'action de formation. Le point clé, c'est que le règlement intérieur est quand même un élément clé et fondamental de la vie, du démarrage de vie d'un organisme de formation, et que finalement, il vient se confronter à un autre point, qui est l'indicateur numéro 23. Et que s'il y a donc absence de règlement intérieur, je rappelle que pour tout type de structure, que ce soit un EF structuré comme un formateur indépendant, il y a obligation de règlement intérieur. S'il n'y a pas de règlement intérieur, on se retrouve là confronté à une non-conformité, et une non-conformité au titre de l'indicateur numéro 23, qui, je vous rappelle, porte sur la veille réglementaire dans le champ de la formation professionnelle et à son exploitation. Il y a donc eu un défaut d'exploitation de la veille réglementaire. Donc, vous pouvez notifier l'absence de règlement intérieur au titre de l'indicateur 23. J'espère que cet élément vous semble clair. C'est l'occasion de pouvoir positionner non 9, mais au titre de l'indicateur 23, et de pouvoir traiter ce sujet de cette façon, invitant finalement l'OF à corriger sa situation. Alors, autre question qui a été très souvent posée. Alors, par contre, pardon, question de Romain. OK pour le règlement intérieur. En revanche, si ce texte a été identifié et qu'un plan d'action est engagé pour rédiger un livret d'accueil, pas de non-conformité dans ce cas. Je rappelle que concernant l'indicateur numéro 9, il s'agit pour l'OF de produire une démonstration que les conditions d'accueil, les informations auprès des stagiaires, ces informations ont bien été diffusées. Alors, le livret d'accueil n'est pas une obligation en tant que telle, c'est que l'obligation porte sur la diffusion de cette information. Si l'OF est en capacité de produire le fait que l'information a bien été diffusée, quel que soit le média à utiliser, très bien, donc là on est bien conforme. Si toutefois l'OF est dans l'incapacité de démontrer que l'information a correctement été diffusée aux stagiaires, et bien là, quelle que soit la situation, et même si un plan d'action est en cours, il faut bien constater la non-conformité. Sur Calliope, on est bien sûr, et retenez bien mon propos, c'est-à-dire que une pratique est demandée si elle n'est pas existante, en l'occurrence, on se doit de notifier une non-conformité. Martine répond un règlement intérieur de datant de 91. Je ne sais pas si 91, effectivement, c'est très étonnant. Oui, question numéro 2, je continue. Lorsqu'un OF sous-traite ses formations, les formateurs sous-traitants doivent-ils impérativement disposer d'un NDA? Je rappelle que cette question qui a été posée par de nombreux OF ou qui peut vous agiter, cette question est d'ordre réglementaire. Voilà, et d'ordre réglementaire au sens où cela concerne les directs et les financeurs, et que ce sujet est bien en dehors de Calliope. Ce qui est dans Calliope, c'est que la sous-traitance soit bien formalisée, soit bien structurée. Ça, c'est un point clé, c'est bien l'indicateur 27, c'est le point en dessous. Ça, c'est un sujet important pour assurer l'engagement de tous, et y compris des sous-traitants, en l'occurrence des sous-traitants dans l'engagement dans Calliope.
Alors, Nadine, l'exemple de l'absence du RI suppose que si d'autres non-respects réglementaires sont détectés, ils peuvent aussi donner lieu à NC sur l'indicateur 23. Potentiellement, oui, Nadine, si tant est que les autres non-conformités concernent bien le champ de la formation professionnelle. Je rappelle que c'est bien le spectre de cet indicateur 23, c'est la veille réglementaire et légale sur le champ de la formation professionnelle. Il ne s'agit pas de relever les autres points. Et je rappelle que Calliope est avant tout une certification qualité, se portant sur les référentiels et sur les indicateurs du référentiel. Il n'y a pas vocation pour les organismes certificateurs à rechercher des non-conformités réglementaires. Le sujet est bien. Une question qui a été posée sur l'évolution de la démarche Calliope, une question très intéressante que certains appellent de leur souhait. Il y a plusieurs aspects. Il y a le contenu du référentiel, et puis il y a finalement la professionnalisation progressive de l'ensemble des acteurs. Concernant le référentiel, c'est vrai qu'il y a eu des annonces, vous avez certainement toutes et tous, vous avez entendu parler de l'obligation d'une plateforme pour pouvoir dispenser des formations à distance. Bon, les informations ont été relativement lancées. La question se pose ensuite sur l'impact concernant Calliope et le contenu du référentiel. Bon, à date, nous n'avons aucune information de la part de la DGFP sur une évolution possible du référentiel à court ou moyen terme. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de l'intérêt et du risque de faire évoluer le référentiel sur un schéma en cours de route, sachant que vous avez bien compris, une partie des acteurs ont été certifiés sur Calliope, et finalement il reste une partie la plus importante à venir et qui serait sur des exigences différentes ou du moins complémentaires. Donc cela peut poser quelques interrogations. Ça, c'est le premier point. Et puis, il reste une question beaucoup plus large, qui est la question un peu qui agite souvent l'ensemble des acteurs, à la fois les pouvoirs publics, les acteurs relevant de l'activité de conseil et les acteurs relevant de l'activité d'audit. C'est un peu la professionnalisation et la compréhension mutuelle de l'ensemble de ce référentiel, sur lesquels, effectivement, il existe des mécanismes qui sont liés à des acteurs, à des individus. Voilà, nous, on y participe au titre de notre périmètre, mais il est vrai que c'est un vrai sujet qui anime tout cela. Ça me permet de rebondir d'Olek, qui dit voilà, on entend monter les retours de terrain comme quoi les audits Calliope se focalisent sur des aspects documentaires. Donc un Datadog payant en somme. Il faut être clair, on reste avant tout sur de l'audit avec des éléments de formalisation. Je pense que le niveau des audits et d'intervention des auditeurs est encore assez hétérogène et je vous rappelle, l'idée, c'est d'avant tout se focaliser sur l'indicateur. Le point clé pour nous et notre boussole, c'est l'indicateur. Ce ne sont pas les exemples de preuves qui sont indiqués en dessous. Les exemples de preuves ne sont que des informations qui sont là pour aider à la fois les OF et les auditeurs pour s'entendre, pour comprendre, pour se dire quels pourraient être les points qui permettraient de valider l'indicateur. Mais le point clé, bien entendu, c'est de pouvoir valider ou non la maîtrise de tel ou tel indicateur. Donc je pense que comme bon nombre d'acteurs et sur ce schéma effectivement naissant, il y a un certain nombre de crispations sur le caractère documentaire qui est souvent le caractère le plus facile à contrôler et qu'il y a bien entendu encore une hétérogénéité d'audit. Cette hétérogénéité, on y travaille pour, alors je prends pour AFNOR, mais je pense que ça concerne encore plus les autres certificateurs, pour en réduire la proportion. Après, il ne faut pas non plus occulter ce qu'est Calliope, c'est avant tout un contrôle avec la démonstration de preuves. Pour voir un certain nombre de rapports, je vois quand même qu'il y a un bon nombre d'acteurs qui sont très 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 loin quand même de Calliope en termes de qualité.
Effectivement, comme précise Bertrand, le référentiel peut manquer encore un peu de précision. C'est lié à l'histoire et à la conception du référentiel, et au fur et à mesure, il va devenir de plus en plus précis. Mais je n'occulte pas non plus que sur des référentiels ISO 9001 ou autres. Quelquefois, la précision n'est pas non plus de mise. Alors, question de Carole. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette éventuelle exigence de plateforme pour la formation à distance? Alors, c'est juste une information qui a été publiée par l'AEF courant du mois dernier. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Il n'est pas sûr qu'elle soit intégrée à Calliope. Je mets tout cela entre parenthèses et entre guillemets. Pour l'instant, en tout cas, l'idée, d'une manière générale, et vous l'avez bien compris, y compris au travers du plan de relance, qui dédie une part au développement des compétences et notamment au fait de pouvoir aider et à transformer les OF sur le champ numérique et à les aider à pouvoir assurer leurs actions de formation, y compris dans un mode à distance. Oups, alors, je vais plutôt répondre aux autres questions qui me sont posées. Question de Marie. Alors, bonjour, lorsque j'audite un centre d'apprentissage, je choisis au choix quelques formations à auditer au hasard. Oui, totalement, Marie-Pierre. C'est bien l'objet de l'échantillonnage que l'on doit établir en début d'audit. Ça concerne toutes les catégories d'actions qui sont prévues dans le périmètre de certification, donc dans l'audit. Et donc, il s'agit de choisir quelques formations représentatives par leur volume, éventuellement les modalités aussi pédagogiques embarquées. Mais c'est bien toujours l'auditeur ou l'auditrice qui a la main de choisir ces éléments-là. Il faut pouvoir y conférer ce caractère aléatoire, en tout cas, et non prédéterminé par l'OF. Dans cette période, dans le cadre de l'audit à distance, vous allez utiliser Zoom, Teams. On peut mettre à votre disposition des dossiers OnCloud où l'OF va mettre ses preuves. C'est bien entendu vous qui êtes maître du choix de l'échantillon et du choix des actions de formation, et non l'inverse. C'est un élément important sur lequel, d'ailleurs, le COFRAC revient vers nous régulièrement dans le cadre des échanges que l'on peut avoir tripartites entre la DGFP, le COFRAC et les certificateurs, en rappelant bien que les certificateurs ont la main pour choisir et non pas l'inverse. Alors, j'ai bien pris la remarque, Eric, sur le rapport. Je vais vérifier, mais il ne me semble pas avoir vu de difficulté. Je vérifie quand même. Merci. Alors, question de Bertrand sur alors je vais en profiter si la question porte plus particulièrement sur un indicateur. Je vais sortir de la présentation PowerPoint et mettre le guide de lecture à l'écran, puisque la question de Bertrand pose particulièrement la numéro 2. Indicateur numéro 2, le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis. Qu'entend-on par diffuser pour un OF type formation courte acquis sur un site internet, envoyé au prospect? Alors, l'idée de cet indicateur numéro 2, c'est de forcer l'OF à communiquer, à diffuser une information sur un indicateur de résultats par les différents moyens, par un ou différents moyens de diffusion. Tel que c'est exprimé, on parle des publics. Donc les publics sont, comme tu l'exprimes finalement, les prospects. Ce ne sont pas les gens qui sont déjà en formation, ce sont bien les gens avant
l'entrée en formation quand ils s'intéressent à la formation. Et la diffusion, ben, cette diffusion, c'est à l'OF de dire comment il assure cette diffusion, par le site internet, par des plaquettes. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a un indicateur chiffré précisant des éléments de performance sur l'activité de l'OF. Alors très souvent, on voit des taux de satisfaction, mais on peut voir également d'autres taux. Mais c'est bien cette notion de diffuser, c'est qu'elle est bien elle est vraiment disponible et diffusée préalablement à l'engagement dans la formation. Il s'agit de savoir et d'aider le futur stagiaire, donc le P, à savoir vers quel OF s'engager entre l'un et l'autre. Alors, question de Béatrice. Que pensez-vous de questions préalables à poser au début d'un audit du type « Qu'est-ce qu'un processus qualité pour vous? Pourquoi avez-vous choisi de vous faire certifier Calliope ?» Alors, qu'est-ce qu'un processus qualité pour vous? Ça me semble un petit peu ambitieux. Finalement, on va parler d'une démarche qui peut, et n'oublions pas, qui est une démarche réglementaire. Par contre, poser des questions sur ce qu'ils ont compris de Calliope, les actions qu'ils ont pu enclencher pour se mettre en conformité ou pour préparer Calliope, ça me semble assez intéressante. Après, pourquoi avez-vous choisi de vous faire certifier Calliope? Bon, j'imagine que cela s'inscrit dans les obligations, soit parce qu'ils ont du financement public, direct ou indirect, soit ils souhaitent se positionner sur ce marché. Mais j'aurais plutôt tendance, le processus qualité me fait un petit peu peur, non pas que je ne souhaite pas en parler, mais les acteurs que nous avons en face de nous ne sont pas forcément des spécialistes de la qualité. Et d'ailleurs, ils peuvent voir Calliope, comme on peut se poser la question, comme une extension, une évolution de Datadoc. Et on n'est pas dans un processus en tant que tel. Alors oui, d'accord. Donc la remarque de Béatrice, c'était pour éviter de se focaliser sur un audit documentaire. Bon, j'entends bien. Par contre, on ne peut pas opposer une obligation de maîtrise des concepts et de l'approche qualité à c'est pas tant sur dans le cadre de l'audit, hein, de l'audit Calliope. Alors, question de Marie-Pierre. J'audite un cabinet d'avocats avec des formations d'une journée sur des thèmes juridiques. Quel indicateur sur le niveau de performance? Bon, alors déjà, d'une part, c'est bien au cabinet d'avocats de produire cette information. Et comme je disais, Marie-Pierre, bien souvent, les OF se focalisent sur un indicateur qui est l'indicateur de satisfaction, taux de satisfaction. Communiquer sur d'autres indicateurs, eh bien, bien entendu, cela fait partie également de leur choix et de communiquer sur des taux, pourquoi pas de réussite ou de progression, que c'est vraiment au choix de l'OF. Mais bon, comme dit, plus vraisemblablement sur on va dire, sur de la satisfaction. Question d'Olek. Alors, attendez, j'avais vu une autre question sur lundi. Non, c'est bon, pardon. Alors, est-ce que tu sais si les collectivités territoriales, agents de la fonction publique territoriale, sont concernés par Calliope? Alors, les collectivités territoriales, surtout, j'entends les services formation qui seraient en support ou en soutien de ces collectivités territoriales. Celles-ci, finalement, bénéficiant par défaut, par nature de financement public, si on reprend la loi du 5 septembre 2018, eh bien Calliope s'applique à ces structures. Dans l'analyse, je le vois plutôt comme cela.
question parce que je n'ai pas répondu aux question de Brigitte. Un formateur indépendant a créé un site comprenant des prestations et des prestations sous-traitantes, présenté sur des onglets différents, mais le logo Datadoc est sur la page globale. Qu'en sera-t-il de l'exigence de l'emplacement du logo Calliope sur ce type de site? Alors, Brigitte, concernant Calliope, dans le kit auditeur qui est à votre disposition, vous avez déjà la charte d'usage et effectivement concernant Calliope, qui précise bien les conditions d'utilisation et d'application du logo Calliope. Je rappelle que Calliope concerne non pas les formations, mais concerne la personne morale ou la personne physique certifiée. Et dans la mesure où la page vient effectivement révèle le logo Calliope par exemple et n'est pas confusant quant à une formation, et d'ailleurs c'est bien précisé, c'est-à-dire qu'une page formation ou des fiches formation n'ont pas à présenter le logo Calliope pour éviter toute confusion. C'est bien au titre d'une communication au sens de la personne morale ou de la personne physique que le logo Calliope peut être utilisé. Donc c'est bien sur l'emplacement global. Alors, je reprends les autres questions. Question d'Isabelle. Pour les CFA hors mur audités, l'indicateur 21 est couvert par l'indicateur 27. Donc, je vous rappelle l'indicateur 21, cela concerne les compétences des salariés, des acteurs du personnel du CFA, ainsi que les compétences des sous-traitants. Ça concerne les deux. Et donc la question, c'est-à-dire, est-ce que l'UFA sous-traitant doit respecter l'indicateur 21, déterminer, mobiliser, évaluer les compétences de ses propres intervenants? L'UFA, je rappelle que l'UFA, dans le cadre de l'apprentissage, n'est pas concerné par la certification. C'est bien le CFA hors mur qui est détenteur, qui recherche on va dire, la certification Calliope et qui, au travers de Calliope, est bien lui qui porte toute la responsabilité désormais au titre de l'action de formation par apprentissage. On ne peut plus considérer le CFA hors mur comme un support des structures pédagogiques, c'est l'inverse. C'est désormais le CFA hors mur qui est responsable des actions pédagogiques. Et à ce titre-là, comme le CFA hors mur est responsable des actions, il est aussi redevable des différentes exigences du référentiel national qualité de Calliope. Et c'est donc à lui de pouvoir démontrer que les formateurs enseignants utilisés dans le cadre de tel parcours par l'UFA disposent des compétences pour réaliser cette formation. Donc c'est un vrai sujet, un sujet très compliqué pour bon nombre de CFA hors mur qui auparavant n'étaient que des structures support administratives. Or, désormais, elles n'ont plus uniquement que ce champ administratif. Elles se retrouvent aussi, ces structures, avec le champ de la responsabilité pédagogique et le champ de la responsabilité contractuelle. Et c'est bien, je répète, au CFA d'apporter ces preuves. Que ces preuves soient apportées via les informations transmises par l'UFA, ça c'est un mode de fonctionnement, mais c'est bien au CFA d'apporter les preuves. Alors, question de Bertrand. Est-il
est-il exact que nous ne sommes pas supposés passer de temps hors audit sur ces audits, hors site sur ces audits? Est-ce réaliste, en particulier pour les gros OF qui nécessitent une préparation et pour les OF avec des NC pour lesquels il faut examiner les réponses? Alors, il est clair que dans ce schéma réglementaire, les durées ont été définies et les durées ont été définies sans préparation et sans rédaction de rapport. C'est clair et bien entendu, comme on intervient sur un champ concurrentiel, il est très difficile d'imposer à des OF du temps de préparation et de rédaction de rapport. C'est d'ailleurs pour cela que le rapport et la trame de rapport qu'on vous propose est une trame qu'on essaye de rendre la plus dynamique, automatique possible pour vous faire passer le moins de temps sur cette partie-là. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons cerné et bloqué les cellules en termes de taille pour vous inviter à la concision et aller à l'essentiel. Parce qu'on a bien conscience, effectivement, que ce n'est pas raisonnable et durable un temps trop important à la suite de l'audit. Donc, pour le coup, effectivement, c'est le schéma qui impose cela. Et à ce titre, on est vraiment dans cette logique-là. Il en est difficile de s'en sortir. Peut-être qu'avec l'évolution d'un parcours, on pourra introduire cela, mais dans l'état actuel, effectivement, ce n'est pas envisageable. Alors, question de Caroline sur l'indicateur numéro 8. Oui, alors l'indicateur numéro 8. L'évaluation des acquis. Pourquoi le guide? Effectivement, le guide AFNOR, le principe d'application concerne uniquement les catégories et actions de formation, celles en situation de travail et en alternance. Alors, pour quelle raison? Alors, on a eu la chance, nous, d'être autour de la table de la rédaction du référentiel, et notamment lors de la rédaction de cet indicateur numéro 8, le sujet était bien et concernait bien les formations certifiantes. Et uniquement certifiantes. C'est pour ça que cela concerne OF et CFA, et on est dans ce cadre-là. C'est-à-dire que il est clair que la notion de positionnement et la notion d'évaluation des acquis n'a de sens que pour des formations dites certifiantes, où il convient de s'assurer que la personne dispose des connaissances et des compétences minimales pour lui permettre de suivre le parcours en vue de pouvoir acquérir de nouvelles compétences et en vue de pouvoir obtenir un diplôme, un certificat, un titre pour améliorer son employabilité. Donc c'est un élément important, je reviens souvent dessus, sur le sujet, c'est quelque chose qui peut paraître pas précis et non précis au titre du référentiel national qualité ou au titre du guide de lecture. Mais pour le coup, je réinsiste bien sur ce contexte. D'Hélène. Dans le rapport, vous confirmez que les commentaires ne sont pas indispensables lorsque l'indicateur est conforme. Oui, Hélène, je confirme que les commentaires ne sont pas indispensables. Vous pouvez mentionner un ou deux points, vous inviter, comme je vous l'indique, à la concision. En l'occurrence. Mais le point le plus important, et de bien documenter, pour le coup, on va dire, la partie non conforme. Ça, c'est vraiment l'essentiel au titre de ce schéma de certification. Alors,
Question de Caroline. Donc, on revient sur l'indicateur numéro 27 concernant la partie des sous-traitants. Alors, est-ce que c'est forcément une convention de prestation ou un document précisant les objectifs peut être suffisant? En fait, l'indicateur 27, c'est, je reviens sur ce point, hein, dans sa formulation exacte, le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s'assure du respect de la conformité au présent référent. Ce qui a été identifié comme étant une solution, c'est que entre l'OF donneur d'ordre et le sous-traitant, il y ait une forme de convention ou de contrat qui vient finalement démontrer que l'OF donneur d'ordre impose une information et s'assure que par ce contrat, à minima, que bien entendu, le sous-traitant va s'inscrire dans les exigences peut-être même de l'OF, mais surtout les exigences de ce référentiel national qualité. Donc que ce soit une convention de prestation ou un document, le tout c'est que les éléments puissent démontrer qu'ils aient été partagés, validés collectivement. Après, ça peut se présenter sous une forme ou une autre. Question d'Estelle. Serait-il possible d'obtenir de manière automatique la décision de l'AFNOR sur la certification obtenue? On y travaille. C'est un sujet sur lequel effectivement on doit revenir. Vous nous revenez souvent vers nous concernant cette information. On y travaille. Question. Alors, plusieurs questions sur les indicateurs de veille 23, 24 et 25. Alors que ce soit pour un freelance ou quelle que soit la situation de l'OF, je vous rappelle, il y a deux parties dans ces indicateurs. C'est un, ils font de la veille. Donc, quels sont les mécanismes de veille qu'ils ont adoptés? Alors, ils ont créé des fils, des flux RSS Légifrance, ils sont abonnés à des veilles, ils reçoivent des informations, pourquoi pas de Centrinfo, pourquoi pas de la FFP, pourquoi pas d'autres acteurs. Ils ont suivi des webinars, différents abonnements, AEF. Bref, ils doivent vous montrer qu'ils ont quand même des éléments, qu'ils captent cette information. Donc ça, effectivement, il faut quand même qu'ils puissent vous démontrer comment ils arrivent à capter cette information. Ensuite, la deuxième partie, c'est cette information, est-ce qu'ils décident de la ranger parce qu'elle ne les concerne pas ou est-ce qu'ils décident de l'exploiter? Et c'est vraiment sur cette partie d'exploitation où finalement le sujet le plus sensible est là. C'est alors autant sur le 23 et sur la veille réglementaire, dès lors que le sujet s'applique à eux, effectivement, la question de l'application, vous allez pouvoir certainement la retrouver dans Calliope. Mais pour les 24 et 25, qui sont sur, alors d'autant plus sur le 25, sur les innovations technologiques et pédagogiques, le sujet peut être un peu plus lointain et les OF peuvent faire le choix de s'investir dans des nouveautés technologiques ou non. Et donc, ce sera à eux de préciser cela. Je reviens quand même sur l'indicateur 24, qui est un élément très important. L'indicateur 24 est quand même très centré sur les compétences, et notamment des compétences métiers. Et donc à ce titre-là, vous allez retrouver tous les observatoires de branches, les sites que Centrinfo peut proposer sur certains métiers, qui sont autant des sources d'informations. Le point important sur cet indicateur 24, c'est quand vous avez un OF en face de vous qui est bien centré sur un métier, non pas sur des compétences transversales, mais bien sur un métier, qu'il soit en capacité de vous démontrer qu'il capte l'information sur l'évolution du métier, sur les nouveaux emplois, les nouvelles compétences, afin que cela puisse alimenter son offre de formation. C'est ça l'objet, c'est que ce sujet permette à l'OF de faire évoluer, d'améliorer son offre de formation. Tac.
Alors, question de Bertrand. Alors, pas d'indicateurs réellement. Alors, en fait, les formes d'expression des indicateurs 24 et 25 pour y répondre sont très variées. On est vraiment sur de la pratique, hein. Et les éléments qui vont pouvoir porter. Je vais terminer sur cette question et je vous prie d'excuser auprès de l'ensemble et des questions que je n'ai pas pu traiter, parce que je vois que j'ai encore plein de questions que je n'ai pas traitées. Alors, deux questions, celle d'Estelle et de Bertrand. Quand un audit à blanc est réalisé par l'AFNOR, est-ce que l'audit qui réalise l'audit initial pourrait obtenir les résultats de cet audit à blanc? Alors, la réponse est claire. Totalement non. On ne souhaite absolument pas qu'il y ait croisement entre les résultats de ce qu'on appelle, nous, la visite d'évaluation et l'audit de certification. C'est d'ailleurs pour cela qu'on fait le choix aussi de dissocier, de mettre deux auditeurs distincts entre les deux. Donc, ce sont deux séquences distinctes. Pourquoi ce sont deux séquences distinctes? Parce que je vous rappelle qu'en termes et en tant qu'organisme certificateur, nous sommes aussi régis par des règles par le COFRAC qui, pour le coup, est très attentif à la notion d'impartialité. Et donc, nous avons mis en place ces mécanismes pour véritablement dissocier les choses. Et donc, non, le contenu de la visite d'évaluation n'est pas diffusé à l'auditeur de certification. Enfin, dernière question de Bertrand qui revient sur la question des 5 non-conformités mineures. Je vous rappelle qu'à l'issue d'un audit, s'il y a 5 non-conformités mineures non levées, et si à la suite de l'analyse des réponses de l'OF, des corrections de l'OF, il y a toujours 5 non-conformités mineures non levées, cette situation empêche la certification Calliope. Cette règle-là, c'est bien une règle nationale, elle est définie par arrêté, ce n'est pas le bon plaisir d'AFNOR Certification, mais tous les certificateurs se doivent d'appliquer cette règle. Voilà, j'en termine pour aujourd'hui. Je vous remercie encore et beaucoup pour vos questions et vos interrogations. Bien entendu, on peut poursuivre les échanges à la suite de ce webinaire et notamment pour les questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Je vous souhaite surtout une bonne journée. Portez-vous bien, c'est bien, y compris durant cette période, un élément et un point essentiel. Et puis, au plaisir de se retrouver pour la prochaine séquence au mois de décembre. Merci à vous. Au revoir.